Nous avons le plaisir de recevoir l'historien et écrivain M. Rachid Khattab, mais aussi la frustration de ne pas recevoir nos autres invités qui étaient attendus par l'ensemble des travailleurs et des journalistes, spécialement d'El Moujahid, mais aussi par nos amis et confrères des autres médias, parce que ces absents représentent beaucoup pour la mémoire collective des Algériens, pour les Algériens, en ce jour historique de combat, mais aussi pour les médias. Pourquoi? Parce que ces deux personnes, je parle de France Fanon et de Pierre et Claudine Chollet, c'était prévu qu'on reçoive leurs enfants, ont apporté et donné beaucoup à l'Algérie. France Fanon, un homme exceptionnel, une vie extraordinaire, fulgurante. Il est mort à 36 ans, mais tel un météore, il a laissé une trace, une empreinte en Algérie et dans le monde par son engagement pour la guerre de libération nationale, mais aussi par son engagement, ses études, ses réflexions et ses positions à la fois patriotiques et scientifiques sur les effets de l'oppression, de la colonisation sur les peuples dominés. Il a aussi été journaliste, membre du comité de rédaction d'El Moujahid historique. Le hasard a fait qu'il décède avant l'indépendance. Mais dans sa tête, il était déjà libre, il était émancipé. Le deuxième personnage, Pierre Chollet et Claudine Chollet, on les connaît tous, ils ont laissé leur nom à la postérité puisque le président a baptisé la clinique des Grands Brûlés de l'avenue Pasteur de leur nom. Ils ont été des patriotes, ils ont été des révolutionnaires, ils ont été pour l'indépendance d'Algérie durant la guerre de libération et aussi ils sont impliqués dans la vie de l'Algérie indépendante, chacun dans son domaine. Allah yarhamhum. Avant de commencer, bien évidemment, كما جرت العادة فاتحة الكتاب ترحما على الشهداء الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن النشيد الوطني.
Monsieur Rachid Khattab, honorable assistance, مرحبا بكم في هذا اليوم التاريخي. حضوركم شرفنا. أنا غادي نتكلموا على موضوع يهم بالدرجة الأولى الثورة التحريرية التي كان وراها نساء ورجال، نساء ورجال جزائريون وأيضا d'origine étrangère, mais qui était aussi patriote et algérien de cœur. Je vous cède la parole et je cède avec grand plaisir ma place à Farid El Arbi, notre talentueuse journaliste, pour modérer la séance. Merci, monsieur. Je vous remercie. Merci. Donc, on cède la parole à monsieur Khattab pour évoquer avec nous tous ces étrangers européens qui ont apporté leur soutien à la guerre d'Algérie, à la révolution algérienne. Monsieur Khattab, je vous cède la parole. Merci. خير عليكم على كل حال. Parler des amis de la cause algérienne fait toujours plaisir. Ça donne de la dimension, ça montre de la dimension et le sens qu'avait la lutte de libération nationale algérienne à l'échelle mondiale et dans l'histoire du XXe siècle. La lutte de libération algérienne a été une épopée qui sont rares, c'est les épopées dans l'histoire des nations où parfois les peuples se surpassent. Il inscrit en lettres d'or son combat. Donc il y a des gens qui ont vu dans le combat des Algériens la réalisation d'une forme d'utopie en quelque sorte. Et pour les deux personnages qui sont l'objet de notre intervention aujourd'hui, Chollet et Fanon, ces deux messieurs, ces deux militants aussi, ont trouvé dans la cause algérienne une réalisation d'un projet. Je ne vais pas ici retracer la vie, la biographie de Fanon, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, malheureusement pas chez nous. Très rares sont les études proprement algériennes ou là issues de l'université algérienne. Malheureusement, c'est plutôt dans d'autres pays, certainement aux États-Unis et bon, dans beaucoup de pays africains où il y a eu des études fanoniennes, vraiment, qui est devenu des objets d'études, de thèses, etc. Elles sont nombreuses. Le cas du docteur Chollet, à part l'ouvrage que lui, Pierre et Claudine ont consacré à leur itinéraire et leur combat, il y a très peu d'études aussi. Alors, moi, en faisant ce travail, j'ai commencé à... Pardon, je vais prendre de l'eau. Pardon. Je vais vous raconter une anecdote. Alors, en commençant le travail sur ce qui était la réalisation d'un dictionnaire sur les soutiens internationaux à la cause algérienne. Soutiens internationaux, c'est-à-dire sans se limiter à un continent ou à un pays. Alors, le hasard, j'ai rencontré le professeur Chollet et Claudine ici à l'hôtel, elle était juste à côté. Alors je lui parlais de mon projet. Alors sa réponse, calmement, comme les gens le connaissaient, Pierre, il était vraiment calme. Il m'a dit, oui, c'est bien ce que vous faites, mais moi je ne suis pas concerné par votre dictionnaire. Ça, c'est les soutiens étrangers. Moi, je suis algérien. Donc je ne suis pas objet de votre thème. Vous savez, ça m'a un peu bousculé, parce que finalement, je suis tombé dans le communautarisme, comme on dit, et c'est-à-dire
cet être qui est différent est aussi algérien. Donc, chose qui m'a poussé à réaliser un deuxième bouquin, un deuxième dictionnaire, qui lui s'intitule Frères et compagnons. D'ailleurs, c'est un titre que j'ai trouvé avec Pierre chez lui. Frères et compagnons, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient comme lui et beaucoup d'autres, Fanon et Dakheli, qui en 1954 résidant en Algérie, n'ont pas trop cherché à comprendre. Ils sont engagés aux côtés des Algériens, c'est-à-dire des indigènes, des Algériens musulmans, arabes, berbères. Et ils étaient nombreux. Tandis que les autres, ceux qui sont à l'étranger, tous les réseaux, à l'échelle européenne, aux États-Unis, au Japon, etc., ont aidé les Algériens par solidarité internationale, ou par internationalisme en quelque sorte. Tandis que les gens qui étaient chez nous, qui étaient nos voisins dans l'Algérie coloniale, eux, ils pensaient vivre en Algérie. C'est-à-dire qu'ils avaient un projet de vivre en Algérie. Tel est le cas des Cholais, et qui ne sont jamais partis, à part dans la période des années 90. Alors voilà, ces deux êtres qui, Pierre et Claudine, sont nés. Claudine n'est pas née en Algérie. Lui, il est né en Algérie. Ses grands-parents sont venus de la Nièvre. Ils étaient installés à Mouzaya. Tandis que Claudine, elle est née dans l'est de la France. Et elle a suivi ses parents, son père qui était militaire, officier de l'armée. Et elle a fait ses études ici, elle s'est enracinée. Et elle a épousé Pierre les années 50. Tandis que, comme vous le savez, Fanon était d'origine martiniquaise. Lui, il arrive en Algérie en 52. Donc, c'est-à-dire 54, qui le surprend ici. Alors, je vais essayer, dans mon exposé, de rapprocher, c'est-à-dire ce qu'il les a rencontrés et comment ils se sont rencontrés, ces deux personnages, qui sont issus de milieux différents. Pour Pierre, il est issu des milieux libéraux, comme on dit à l'époque, chrétien progressiste, qui était élève de Mondouze un peu, l'élève spirituel et politique, parce que comme vous connaissez, Mondouze était un chrétien progressiste, c'est un ancien résistant, c'était un latiniste, c'est un spécialiste de Saint-Augustin, et il a eu une grande, en venant après la Seconde Guerre mondiale, enseigné à l'université d'Alger, il a continué dans sa réflexion avec l'équipe de la revue chrétienne progressiste qui s'appelle Témoignage chrétien. Hein? Donc, lui, Pierre, il est issu des scouts. Des scouts. Lui, souvent on oublie, on parle de Claudine, on parle de Pierre, mais on oublie une autre personne, sa sœur, Anne-Marie Louinchi, qui a épousé Louinchi, l'ancien militaire, c'est-à-dire scout aussi, des SMA, l'ami de Kodesh. Ainsi, Anne-Marie, elle aussi, elle a été combattante aussi, elle n'était pas au maquis, mais elle a été arrêtée aussi, expulsée d'Algérie, pour soutien aux maquisards, parce qu'elle était un peu le lien entre les maquis et les intellectuels qui voulaient rejoindre le maquis. Elle travaillait comme maîtresse d'internat à Constantine, et c'est là où elle a été arrêtée par la DST. Tandis que Pierre, lui aussi est un gars des scouts. Parce que là, il faut revenir un peu, c'est mal de me concentrer un peu sur les Cholais, hein, un peu plus, parce que les gens les connaissent un peu moins. Alors, la famille Chollet, il y a le père déjà qui est assez particulier dans l'histoire de la communauté européenne en Algérie. Alexandre Chollet, c'est le représentant de la CFTC, le syndicat issu de la CGT, d'obédience chrétienne à l'échelle maghrébine.
Et c'est lui qui a toujours lutté pour l'égalité des salaires et des allocations, par exemple, familiales pour les ouvriers algériens. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes droits que les ouvriers assurés en métropole. Et c'est quelqu'un derrière les combats sociaux pour l'égalité des droits. Sa mère aussi, c'est une née Tamiato, elle est d'originaire de Skikda. Elle aussi, elle était syndicaliste. Hein. Donc vous voyez un peu l'atmosphère dans laquelle va naître et va grandir, où les Cholais vont se développer et prendre conscience. Et comme ils étaient aussi, leur père était très ami avec un libéral. Un libéral, c'est le Chevalier, Pierre Chevalier, l'ancien maire d'Alger. Plutôt Pierre c'est l'autre, le chanteur. Jacques Chevalier, il était de l'erreur. Donc c'était un libéral. Il était aussi l'ami, le père était l'ami de Duval, de Monseigneur Duval, qui lui arrive à Alger en 1954, avant remplaçant de Monseigneur Laniel, je crois. Hein. Léno plutôt, Léno. Laniel c'est un autre, je confonds un peu, je veux dire. Hein. Donc il devient, Pierre est pris dans ce milieu où le regard de l'indigène commence à changer. Alors, donc son action, elle est antérieure à 54. Et je vais essayer de détailler un peu ce moment et ces structures dans lesquelles il va militer. Et c'est là où il va rencontrer Fanon. C'est pour ça que alors, Pierre, en étant avec les scouts, il y a l'église. L'église qui a, après le départ du premier responsable de l'église d'Alger, qui, pour lui, l'église d'Algérie était une église française dans un pays étranger, en quelque sorte. C'est-à-dire, ce qui les intéressait, c'était leur communauté. À part un corps, à l'époque, qui était un peu bizarre par rapport à la doctrine de l'église, c'est les Pères Blancs, qui étaient les présupposés pour les Arabes, mais avec d'autres idées, etc. Ce n'est pas la peine de les détailler ici. Mais quand Monseigneur Duval arrive, il y a quelque chose qui va, sur le plan social, qui va émerger. Donc, il commence à prendre contact avec les gens du MTLD. Et avec le MTLD, ils ont créé l'AJAS, l'association de la jeunesse algérienne pour l'action sociale, où elle a regroupé d'un côté les chrétiens, des jeunes chrétiens, scouts, etc., et des gens du SMA, avec Drarni, Mohamed Drarni, Mahfoud Qaddash, Lara et Salih Ouanchi, qui eux, tout en étant des SMA, ils sont réellement mandatés par le MTLD. C'est pour faire un travail de rapprochement entre les communautés. Et c'est donc à travers la JAS que le rapprochement et la prise de conscience devient effective pour les Cholais. Les trois que je citais, Claudine, Anne-Marie et Pierre. Pierre était l'aîné. Hein? Donc, il y avait aussi des gens de la BSMA. Ce n'est pas uniquement le SMA, avec une figure, je me rappelle, c'est la Yashiyakar par exemple, qui lui était au BSMA. Je crois qu'il y a des gens de la génération se rappellent qui étaient les BSMA. C'est différent des SMA un peu. C'est plutôt l'aile UDMA. C'est le côté UDMA des scouts. On appelle ça les boys scouts. Voilà, c'est selon la logique de son créateur. Donc, et ils vont faire un travail qui s'appelle Amitié algérienne. Ils ont créé une association qui s'appelle Amitié algérienne. Hein? C'est une association qui était un paravent du MTLD pour aider les Algériens qui étaient objets de la répression. Donc, et dans la JAS,
il y avait un groupe de gens, il y avait les gens du scout, mais d'autres. Alors je peux citer beaucoup, par exemple Evelyne Lavalette, Pierre Roche, Jean Rime, les Colonna, et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Et c'était des jeunes très actifs, souvent d'un très bon niveau intellectuel et de bonne extraction aussi. Et il y avait avec eux des prêtres comme le prêtre Desrousseaux. On dit que le père Desrousseaux était le confesseur du général Massu. Bizarrement, parce qu'il avait la paroisse qui se trouvait à la rue de la Croix. Et que je ne me trompe pas, c'est la rue de la Croix, sur les Bebjdid. Donc c'est à côté de la caserne, de l'état-major. Il était bizarrement, hein. Qu'est-ce qu'il lui disait dans les confessions? C'est de l'intimité de la confession à la Koudéhal. Et c'est dans son église même où étaient tirés les premiers Moudjahid, le journal. C'est au-dessus de la paroisse, à côté de l'état-major de l'armée française. C'est une très belle cachette, hein. Personne n'aurait soupçonné que dans cette église, Sainte-Caroua. C'était une mosquée. Voilà. D'ailleurs, on parle, tout le monde en parle, les gens. Et c'est là où Evelyne Lavalette a amené la machine pour taper les stencils, etc. Voilà. C'est une part un peu. Et c'est là où, comme il y a ces jeunes médecins comme Rime, Roche, etc. Et il y avait d'autres qui venaient d'autres horizons, comme Annie Steiner, des gens qui ont resté en Algérie après 62, etc. Ces gens-là, donc, se sont engagés directement. Il y a eu la bataille d'Alger, le grand rouleau de la répression, qui a énormément... D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Pierre sera arrêté. Je crois que c'est en janvier 57, il sera à Serkaji pour quelques mois. Madi, il fuit. C'est son père qui l'aide. Il est parti en France pour continuer ses études. Il est parti en cargo avec des prunes, je crois. Et c'est la même chose qui a été faite pour Evelyne Lavalette après sa sortie de prison. Donc c'était des gens qui, donc à travers Amitié algérienne, il activait. Mais les gens d'Amitié algérienne aussi, on sait qu'en d'eux, et sous l'initiative du professeur Mondouz, ils ont créé ce qu'on appelle une revue qui s'appelle Amitié algérienne, plutôt Constance algérienne. C'est une revue qui est écrite en 1950. Elle a regroupé encore ces jeunes qui venaient des horizons divers. Et il y avait, c'est toujours les mêmes, à part que là, il y a le premier éditeur algérien, c'est Abdelkader Mimouni, qui était libraire, je crois, du côté de l'Amirauté, et éditeur. C'est l'un des premiers éditeurs algériens. Il a fait un super boulot, soit de traduction, soit de création, des années 40. C'est lui qui a fait... il a importé des livres du Moyen-Orient, etc., qui étaient subis à une grande censure, parce qu'ils amenaient des idées du Moyen-Orient, comme il a fait. C'est lui, je crois, qui a édité le premier livre de comment il s'appelle, de l'islamisant algérien, Melk Ben Nabi. C'est lui qui a édité son premier livre. Voilà, donc Abdelkader Mimouni, qui a été tué après, il est mort d'une manière accidentelle, mais c'était liquidé par la main rouge, hein, parce que ses enfants même m'en ont parlé. C'était la main rouge qui l'a liquidé. Il a été abattu par des éléments du Mercier, colonel Mercier. Oui, sur la route en venant de l'Rouat, je crois, dont il est originaire, du côté de Barwaguia, au-delà de Tablat, et il s'est fait mesquin. Il est mort. Donc cette revue, ça des rencontres que faisait la JAS, et souvent il les faisait à l'extérieur d'Alger, à Sidi Firuche, etc., sur des camps
où les gens s'échangeaient. Il y a les gens du PCA, les jeunes du PCA, par contre, ne participaient pas. De l'UJDA, avec Maillot, etc., eux ne participaient pas à ces rencontres. Hein? Il y avait même des jeunes juifs de la communauté juive, comme Ali Cherki, qui connaissait bien. Ali Cherki, qui était l'assistante de Fanon. Exactement. Voilà, exactement. Voilà, elle a écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelle Fanon pour entrer. C'est à conseiller à lire. C'est un très bon bouquin. Elle a bien connu le monsieur. Donc vous voyez un peu toute cette atmosphère dans laquelle Fanon va évoluer, plutôt Pierre, sa sœur, et tout ce microcosme un peu qui a pris conscience que finalement, parce que le problème aussi, il y a une chose très importante à ne pas oublier, comme je vous ai dit tout à l'heure concernant l'amitié algérienne, et je parlais du MTLD, qui à travers Drarni, à travers Kaddash, etc., voulait ce rapprochement, parce qu'avant il n'y avait rien. Et comment dire, le MTLD se posait la question justement si cette communauté européenne et juive dans l'Algérie à venir. Et c'est un problème, c'est pas un problème, c'est une question finalement qui a été posée surtout dans le congrès de 52-53 du MTLD, le deuxième congrès, où cette question a été posée. En témoigne Blaid Amslam, qui m'en a parlé, parce qu'il était membre suppléant du comité central, il était à l'Ayman, donc le problème a été effectivement été posé. Et tout le monde sait le rapprochement qu'il y a eu entre Chevalier et une frange du MTLD, avec Kiwan, etc., dans l'élection, par exemple à Alger, et je crois ailleurs aussi. C'est un sujet qui n'est pas tellement débattu et pas connu. Donc, il y avait des gens de bonne volonté des deux camps pour essayer de penser comment ces gens, c'est-à-dire qui se côtoyaient dans cet univers un peu à la Camus, comme deux mondes parallèles, c'est-à-dire c'est des gens qui essayaient de faire un pont. Et je crois que c'était la dynamique de Pierre Chollet et ces gens-là. Tous ces gens, finalement, c'est un peu le soubassement. Et d'ailleurs, ça a commencé, je me rappellerai toujours de ces discussions avec Pierre, quand on discutait sur justement ce dictionnaire. Et il me disait finalement les choses ont commencé après les massacres de 1945 et le rapport Hubert. Parce qu'il y avait une frange dans la communauté européenne qui a dénoncé les massacres. Pas uniquement à Alger, mais un peu partout, en Algérie. Parce qu'on trouve des groupes, ce genre de groupes de réflexion à Constantine, à Sétif, au Harran un peu moins, parce que c'était la ville d'Oran, elle était plutôt très très européenne. Et l'Église là-bas n'a pas joué ce rôle, c'était un rôle très conservateur, contrairement à ce qui se passait à Alger. Parce qu'il y avait. C'est une autre histoire, d'ailleurs. Donc, à travers Conscience algérienne, ils ont fait des publications qui distribuaient, etc. Mais en 1953, ces jeunes, encore une autre fois, compris Pierre Chollet, ont créé une autre revue qui s'appelle Conscience maghrébine. Alors, c'est très important l'appellation. Conscience maghrébine, pas maghrébin, comme ils disent les Français, mais ils ont préféré le mot maghrébine. Parce qu'à côté, à cette époque-là, il y avait le maréchal Juin qui a créé une association de franco-maghrébins qui, pour d'autres, avec une autre logique, etc. Le maréchal Juin, c'est pas la peine de détailler là-dessus, hein, il était très conservateur et colonial, un grand militaire. Donc eux, ils ont préféré le mot conscience maghrébine pour ce qui est de cette association dirigée par le maréchal Juin. Et Pierre tenait beaucoup sur cette histoire du I.
Alors, cette revue, elle a édité 9 numéros. Cette fois, ils ont fait appel à Mandous, parce que c'est une personnalité très respectée et connue, qu'auparavant, comme celui qui dirige. Et elle était dirigée par des gens comme il y avait Reda Bstanji, Cholet, Kadash, il y avait Jean Rime, Pierre Roche, mais il y avait aussi deux personnes qui ont joué énormément après. Il y avait Jean Cohen d'Oran, qui eux vont créer une autre association qui s'appelle Fraternité Algérienne. Et puis il y a le grand philosophe des idées françaises, François Châtelet. Et à l'époque, il y avait un grand historien à Oran, au lycée d'Oran. C'était, un des seuls millimètres d'ailleurs, ça fait pas longtemps qu'il est mort, c'est Marc Ferroux. Lui qui n'a pas fait partie de Conscience Maghrébine. Mais tandis que François Châtelet a écrit des articles vraiment sérieux, de bon teneur intellectuelle. Mandous aussi en a écrit. Il y a eu des numéros jusqu'en 1957, mais clandestinement. Et Conscience Maghrébine a publié même la plateforme de la Soumam. C'est qu'il faut être audacieux. C'est-à-dire, avec des pouvoirs spéciaux, le vote des pouvoirs spéciaux en 56, ça a été... c'est très dur pour pouvoir le faire. Et eux, ils l'ont fait. Donc ça gênait beaucoup. Et voilà. Donc vous voyez un peu, c'est-à-dire cette période d'avant 54, où il y avait cette effervescence ou d'échange. Donc arrive 54, ces gens étaient bien préparés. Mais toujours dans cette la période pré-insurrectionnelle de 54, là apparaît Fanon. Fanon qui, en 52, arrive à Alger. Il a déjà publié Peau noire et masque blanc. Tout le monde, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. C'est un ouvrage capital qui est dommage, parce que maintenant c'est une référence pour les études postcoloniales, que les Français maintenant appellent l'islamo-gauchisme. Parce que les études postcoloniales, je crois que c'est un courant d'écriture historique assez particulier. C'est les gens comme Sylvie Thénault, comme etc. C'est des gens qui dénoncent Raphaël Branche et beaucoup d'autres. C'est les postes plutôt Fanon et le maître à penser, lui, Édouard Saïd, de ce courant de pensée, qui est une étude critique de la période coloniale. Et le livre de Fanon a été, disons, la préambulaire qui a ce regard critique du colonialisme. Et souvent les gens oublient un texte de lui qu'il a présenté au congrès, le premier congrès des artistes et écrivains noirs à la Sorbonne en 1956, je crois. Il a fait une très belle étude qui s'appelle Racisme et culture. C'est-à-dire comparativement à un autre texte très connu concernant ce sujet qui a été fait par Claude Lévi-Strauss. C'est me d'être un peu pédant. Donc, vous voyez, c'est-à-dire les itinéraires, etc., se ressemblent. C'est dommage que ce texte de Fanon n'est pas tellement connu, où justement il démontre que finalement, après la Seconde Guerre mondiale, il y a le racisme qui change d'aspect. Après avoir été un racisme biologique, et dont l'école psychiatrique d'Alger était l'un des précurseurs, comment il s'appelle, avec Porot, c'était le racisme biologique. On faisait de l'anthropologie physique, mesure de crâne, de nez, etc. Ça pour montrer l'arriération raciale qui est biologique de ces êtres dégénérés qui sont les Africains et les Algériens, qui considèrent que l'Algérien est un être dégénéré, c'est-à-dire que l'évolution de son cerveau s'est arrêtée. Il est à l'image d'un être lobotomisé. Mais c'était un courant de pensée ancré en Algérie et les opérations chirurgicales se faisaient sur les Algériens, sur les aliénés algériens.
Donc le racisme va changer d'aspect, même s'il était encore persistant en Algérie. On va faire une autre forme de racisme qui est culturelle, et de dire que ces différences ne sont pas dues uniquement à la biologie, mais à un mode de vie, à la culture. C'est un peu un euphémisme, comme on dit en langage, un euphémisme, c'est-à-dire passer la pilule, en quelque sorte. Alors, avec ce livre de Fanon et ses articles et ses interventions dans le cadre de la psychiatrie, c'est une dimension assez importante, parce que lui, quand il arrive, il est à Blida, l'hôpital de Blida, il arrive, il a connu déjà l'Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale, de passage à l'hôpital. Il arrive, il trouve cet univers carcéral, de l'aliénation, du traitement des maladies, etc. C'était quelque chose d'affreux. Il se révolte contre ça. Il essaie de se rapprocher des infirmiers algériens, dont une figure très connue après, qui est Abdelrahman Aziz, Longo, etc. Et ils ont fait une école, parce que lui, déjà, en étant en France, à Lyon, quand il était proche d'un grand patron de la psychiatrie moderne, c'était Tosquel, qui est un ancien opposant, un espagnol opposant au franquisme. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il a fait partie des brigades internationales, mais c'est un républicain. Donc lui, dans ses études, il a bouleversé la psychiatrie, c'est-à-dire il introduit à côté c'est-à-dire ce qu'on appelle les organicistes, d'autres modes thérapeutiques basés sur la psychothérapie, etc. Voilà. Donc, comment on appelle, Fanon est déjà formé. Quand il arrive, il essaie de mettre en pratique ces nouvelles méthodes. Et là, il découvre des choses. Il prépare ses étudiants, d'ailleurs, pour cette approche qui était non aliénisante. Et il a essayé de remettre en cause les modes de soins. Alors, il y a toute une équipe de jeunes assistants qu'on va retrouver après avec lui, comme Gironimi, Al-Shirki, que j'ai nommé tout à l'heure, Azoulay, et beaucoup d'autres. Asla, c'est un des frères Asla qui a été assassiné par l'armée française, Asla. Et il y avait un monsieur qui est vraiment dommage, on n'en parle pas beaucoup de lui, c'est le docteur Kounillon. Exactement. Docteur Kounillon, sur la demande de l'Arbi Belmehdi, il lui dit qu'on a un besoin dans les ORS de médecins, dans les maquis, alors il l'envoie. Et il est mort là-bas. Là, comment, etc., ça c'est autre chose. Il n'y avait pas que lui, il n'y avait pas que... Il y avait Rafini, il y avait Martinez, il y avait le maître... L'avocat, maître... Bâtonnier. Lady, c'est ça. Voilà. Donc, c'est des gens qui... Et Kounillon, il a déjà publié un très bon article, justement, sur le syndrome nord-africain. Parce que c'était c'est des gens qui, pas uniquement faisaient de la politique, mais ils faisaient aussi une médecine dans le champ de la psychiatrie qui était dérangeant. Donc, Fanon, il a motivé un peu ses étudiants et de placer, c'est-à-dire l'Algérien ou sa maladie, son trouble psychiatrique, dans un contexte historique et social. D'ailleurs, je vous invite à lire les damnés de la Terre, surtout les damnés de la Terre, où il donne carrément des tableaux, etc., cliniques, donc c'est un peu Fanon, le théoricien médical, mais aussi le politique. Et comment il est arrivé un peu, lui qui n'a pas connu la JAS, mais c'est grâce justement à Pierre Chollet. C'est pour ça que je parlais de rencontre Chollet et Fanon. C'est dans ce cadre-là de conscience maghrébine, la JAS, amitié algérienne, etc., que les contacts vont s'opérer. Aussi à travers le ciné-club, qui était à l'époque, maintenant ça n'existe plus, c'était des lieux de discussion, surtout des jeunes, etc. Et la rencontre s'effectue là, et après 1954, les besoins de la Wilaya 4, eux, ils sont juste à côté de Shri'a, qui demandent de l'aide. Alors Pierre, il était prêt. Donc il a sensibilisé son entourage. Ces gens-là qui, justement, j'ai cité un peu les noms, seront
des soutiens du maquis. Et comme aussi, ils ont fait des prouesses un peu avec Longo, l'Abdelrahman Aziz, etc., dans l'intérieur de l'hôpital pour déjouer la surveillance française, de la police, etc. Et pour quand il a ramené des malades, surtout des jeunes là, qui ont eu des troubles mentaux, parce que les conditions, souvent on n'en parle pas beaucoup, les conditions de vie, les maquisards, je crois qu'il doit y avoir des gens, les anciens Moudjahidines, l'héroïsme et aussi la peur. Et c'était l'affrontement de la réalité, de la traque, etc. C'était pas quelque chose qui est facile. Certainement pour des gens non préparés, surtout des jeunes, après la grève, etc., qui montent au maquis, les conditions étaient d'ailleurs, quel que soit pour les filles ou pour les garçons, c'était très dur. Et je crois qu'on n'en a jamais dit assez à ce sujet. C'est quelque chose d'affreux. Moi, je suis ému quand je parle de ça. Et dans l'intimité, par exemple, des gens qui parlent de cette souffrance, je me rappelle des bonnes discussions avec Zoulikha Bekhadour, les conditions carcérales, c'était quelque chose d'affreux. Comment se maintenir, c'est-à-dire son intégrité physique et son morale dans ce système d'oppression. C'est quelque chose qui... Donc, cette demande de la Wilaya 4, qui a connu le gros du contingent, je crois, des gens, des lycéens, etc., dans le maquis, avait besoin de lui. Et lui n'a jamais... Il était disponible et il a fait son boulot. Ces années-là où il fait sa fameuse lettre de démission à Soustelle, et il part. Son départ, sa démission, puis son expulsion, qui était un salut en quelque sorte. Ça lui a sauvé la vie, le fait qu'il soit expulsé. Parce que Kounéri Hanadna, s'il était resté, je crois qu'il lui aurait fait la peau comme Ali Boumendjel ou comme Asla. Donc, surtout lui en plus, même Odin qui avait le statut d'Européen, n'a pas échappé. Lui, alors noir, c'était d'ailleurs même dans le microcosme médical, à Mustapha ou là ailleurs, les propos que les tenants de la psychiatrie colonialiste tenaient à son propos. Qu'est-ce que ce martiniquais, arriéré, machin, etc. C'était des trucs affreux, des propos racistes, de bas étage. Voilà. Donc vous voyez un peu cette rencontre entre Pierre Chollet et Fanon dans l'Algérie pré-insurrectionnelle et le début de... Il y a une anecdote d'ailleurs qui est révélée par Ali Cherki, qui raconte par exemple que lors de la venue de Guy Mollet en 1956, juste à l'affaire des tomates, comme tout le monde le sait, il y avait un haut officier, un haut responsable dans le gouvernement, chez le gouverneur, dans la... Oh, pardon, un haut fonctionnaire qui a essayé de manigancer un coup, c'est-à-dire des attentats, qu'il a décollé au FLN, contre des civils, etc. C'est un coup classique de l'extrême droite. C'est-à-dire, on fait des coups à l'aveuglette, et puis dire c'est le FLN. C'est Froger. Non, pas Froger. C'est, par exemple, le coup de... Exactement, manigancé. Exactement, la mer rouge, tout le monde le sait. Et c'est le même coup, le même style, le même style, ils allaient le faire. Le hasard a fait, c'est-à-dire des choses. Il y avait ce haut fonctionnaire français avait sa femme qui suivait une thérapie chez Fanon. Donc, il a ébruité l'idée de son mari. Lui, il a informé Mondouze, et Mondouze, qui était très proche des socialistes à l'époque, avant le revirement de Mollet à cause des tomates, a permis à l'État français de déjouer ce coup. Sinon, ça aurait fait des massacres. Donc, vous voyez un peu Fanon impliqué dans le... Et donc on sait comment, après, avec la bataille d'Alger, etc., c'est pas la peine de répéter des choses qui ont été connues. Donc, il y a Chollet qui est expulsé en 1957, il part en France, il termine ses études, lui et Claudine, il repart vers Tunis, et la même chose pour Fanon, qui passe par la France, et il va chez Jean
Aimé, c'est un trotskiste français, médecin, qui était lui aussi très engagé dans le mouvement anticolonialiste. Et Manville aussi, c'est son copain, son ami d'enfance et de jeunesse, Maître Manville, qui va défendre les Algériens. Il s'inscrit aussi dans le mouvement anticolonialiste, comme beaucoup de gens de la Martinique et des Antilles, et à leur tête Aimé Césaire, qui n'était pas indépendantiste lui, mais quand même était constant dans son dénonciation de la situation coloniale, et jusqu'à la fin, jusqu'en 2013, qui a refusé de recevoir, en étant maire de Port-de-France, de recevoir Sarkozy. Il a refusé de le recevoir, en tant que ministre de l'Intérieur, comme premier magistrat de la ville de Port-France. Voilà, donc tous les deux partent en Tunisie. Et là, leur chemin aussi se rencontre une deuxième fois, soit dans l'équipe rédactionnelle d'El Moudjahid et du comité d'information créé après le deuxième CCE, qui a été confié à Ben Ramadan, et dans les structures sanitaires consacrées à la prise en charge des Algériens, soit dans les camps de réfugiés ou dans les rangs de l'ALN. Alors là, tous les deux, ils avaient la boulimie du travail universitaire, à l'hôpital Charles Nicolle, ou dans les structures de l'ALN, parce qu'ils ont fait un travail remarquable sur le plan médical, mais aussi, c'était de bons journalistes, qui tous les deux, d'ailleurs, j'ai ramené avec moi une revue qui a été... Une revue qui a été faite, que justement la famille Chollet m'a confié un ouvrage, c'est une brochure qui est éditée par le GPRA, qui s'appelle « Tous Algériens », où justement cette question de la cohabitation et tous ces gens que j'ai nommés et d'autres que j'ai oubliés, parce qu'il faut faire des heures et des heures pour pouvoir parler de tous ces gens. Et cette revue, je l'ai éditée avec une très belle postface de Christian Chollet-Achour. Et Pierre Chollet et Franz Fanon ont contribué à son élaboration. C'est vraiment un beau texte où justement ça nous donne la place qu'avait le FLN pour l'Algérie d'après 62. D'ailleurs, cette question a été posée parce que Pierre Chollet, il a participé, pas d'une manière directe, mais indirecte, aux accords d'Évian, c'est-à-dire toutes les négociations, parce que le problème de l'Église chrétienne en Algérie allait se poser. Et beaucoup de chrétiens, de haut rang, voulaient rester en Algérie. D'ailleurs, Pierre Jox est allé voir Duval, lui a dit est-ce qu'on doit parler de l'Église, etc. Duval lui a dit non, vous ne parlez pas, l'État français parle de ses affaires, tandis que l'Église, c'est nous. Alors, les Algériens, les gens du GPRA, ont pris conscience de ce problème et ils ont même constitué un groupe de réflexion. Et ils ont établi un mémorandum qui a disparu, que je n'ai jamais pu trouver, même Tessier, je lui ai parlé, Reda Malek, etc. Certainement, il doit végéter un peu aux archives nationales. Un document très très important, parce que il y a des gens même qui ont posé des problèmes sur la place de l'Église, son patrimoine. Et Duval, il a voulu, c'est-à-dire couper net avec l'Église de France et construire une église en Algérie. Et des gens comme le père Béranguet, tout le monde le connaît, le prêtre de Montagnac, a même pensé à faire une liturgie en langue arabe, chose que Duval a refusé. C'est-à-dire qu'il y a une église proprement algérienne
Voilà. Donc, et de l'autre côté, voilà, donc ça veut la participation de Pierre à cette négociation. Et je sais qu'il en a participé parce qu'il m'en a parlé personnellement. Mais je ne sais pas s'il a dans sa bibliothèque, peut-être son fils Luc peut nous le dire. Je sais que les numéros de conscience algérienne, conscience maghrébine sont chez lui. Ça, je les ai vus. Il me les a montrés. Tous les numéros. Je crois que c'est le seul qui les avait, parce que même à la bibliothèque des Glycines, ils n'ont pas tous les numéros. La Bibliothèque nationale non plus. C'est un très 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 bon document. J'invite les universitaires à réfléchir et replonger dedans. Hein? Voilà. Tandis que Fanon, tout le monde sait, je crois que le rapport de Fanon avec les Algériens, il y a un côté qui vient du fond culturel. Ce noir qui vient de Martinique, c'est quelqu'un d'un autre. Parce que c'est un peu l'image, si je me trompe, c'est un peu l'image de Bilal. Bilal, Ibn Rabah, le fameux mu'adhin, le premier mu'adhin Ibn Rabah. Ibn Rabah. Voilà, c'est Bilal, qu'on appelle communément Bilal. Donc il y a cette figure de Bilal, il est vite intégré chez nous. D'ailleurs, il y a une anecdote qui raconte, une fois, à Ramadan, Blida, dans sa voiture, un peu l'italienne, il sort sa cigarette, il dit qu'il y a un peu c'est Ramadan, parce qu'il faut confondre, c'est un gars de chez nous. Hein? Oui. Donc il y avait cette. D'ailleurs, il est vite intégré. D'ailleurs, souvent les gens oublient, il a fait partie de après la crise du GPRA en 1959. Il a fait partie de la commission qui allait préparer, après la réunion des 10 colonels, les textes du programme de la Révolution. Il a fait partie, lui, comme Ben Yahya, comme Omar Osdir, leur préparation. Donc il était ambassadeur, il était conseiller, il était le monsieur contact avec les Africains. Donc c'est le relais. Et lui s'est senti toujours algérien, c'est-à-dire le hasard a fait qu'à l'âge de 35 ou 36 ans, il disparaît. Et à 35 ans, pour certains, c'est là commence leur vie. Lui, c'est un peu le Rimbaud de la politique et de la réflexion. À l'âge de 17 ans, il a tout terminé. Lui, à 35 ans, il a tout réalisé. Je n'ai plus rien à dire, j'espère que j'ai amené quelque chose de... Bien, merci M. Khattab. Merci. M. Khattab, à travers ces deux noms, on va essayer d'évoquer avec vous tous ces internationaux qui ont soutenu la guerre d'Algérie. Vous citez dans votre dictionnaire 300 noms. Non, plus que Est-ce qu'il n'y a pas plus? Et pourquoi un travail de recherche n'a jamais été fait autour de cette question? Je ne sais pas. Peut-être que ça n'intéressait pas les gens. Ça n'intéressait pas les gens. Chez moi, je ne vous cacherai pas que ce projet, je l'avais quand j'étais au lycée. C'est le premier truc que j'ai réalisé, on avait une revue, un jour on en a édité un journal de lycée, non, c'est la cellule GFLN, l'UNGA à l'époque. On a commencé GFLN, on s'est transformé en UNGA. On avait et quand j'ai vu comme ça certains gens comme Mourad Castel, comme Pierre Chollet, ça m'a interpellé. Qu'est-ce que c'est ces gens concernant l'intérieur du pays? C'est pour ça que quand vous parlez de 300 à 400, ça c'est les Algériens de l'intérieur. Hein. Ça c'est ceux qui appartiennent à la communauté européenne et juive qui résidaient en Algérie. Les Juifs étaient nombreux, hein, plus de 150 000. Et les Européens, ils étaient quelques 800, 900 000. Hein? Oui, il y avait Stoppa, Valency, par exemple, des gens qui ont aidé. Ah oui. Daniel, Gabriel. Et Meyer. 3 médecins, surtout. Il y a beaucoup de noms qui restent encore inconnus, M. Khattab. Oui, moi, après l'ouvrage, j'ai un truc additif, parce que je n'ai pas beaucoup de moyens, c'est-à-dire pour pouvoir aller enquêter sérieusement, parce que le grand problème, c'est qu'au niveau du ministère du Moudjahidine, ils n'ont pas grand-chose.
Donc, c'est à travers des gens comme M. Tahar Hussein, voilà, son ami, c'est à travers des individus, des individualités, qu'on arrive à établir un listing. Mais le listing, il est incomplet, parce que les gens qui sont encore vivants chez nous, ils ont vieilli. Heureusement qu'on a connu certains d'entre eux. Hein, comme, Donc, le cas de Henri Maillot. Voilà. Le 4 avril 56, il a amené un camion d'arbres. Voilà. Et Donc, actuellement, nous sommes ingrats aussi. oui. Aucune rue pour les résistants algériens. Voilà. Le Yveton aussi. Résistant, le 4e guillotiné de Berbère aussi. Ouais. Aucune rue. Merci, M. Ahmed Tahar. Mais votre question, l'intérêt justement, Oui. l'intérêt pour ce genre de travaux là, de recherche, et sur le plan épistémologique, comme on dit, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance scientifique, c'est-à-dire les questions, là, les problématiques ne sont pas posées par nous, parce qu'il y a un grand vide. Notre université ne joue pas le rôle. C'est-à-dire les questions, là, les problématiques sont posées ailleurs. Ce n'est qu'une fois les autres posent la question qu'on les reprend. Alors, alhamdoulilah, pardon, ce n'est pas par excès de modestie, ce travail, c'est un regard d'Algérien sur une histoire, pas uniquement la nôtre, mais aussi l'histoire française. Avec cet ouvrage que j'ai fait, qui lui s'intéresse aux questions internationales, c'est-à-dire au soutien international, qui s'appelle Les Amis des Frères. C'est un dictionnaire à part lui, il y a eu une deuxième réédition qui est plus complète, où peut-être c'est des centaines et des centaines de noms. Et entre nous, on ne m'a jamais invité, à part les coups médiatiques à la télévision, là, mais jamais un centre de recherche m'a invité pour parler sur ça. Mais c'est toujours un côté superficiel à la Koléhal. Comment qualifiez-vous ça, M. Khattab? Pourquoi il y a un manque de reconnaissance? C'est un oubli? Je crois que... Tout à l'heure, j'ai évoqué avec un des chercheurs ici. Vous savez, c'est facile de former un ingénieur, un technicien. C'est technique. Mais je crois que pour former un bon sociologue, pour former un bon historien, il faut des générations. Je crois qu'il y a ce problème d'accumulation de la connaissance, qui est très très important, justement. C'est-à-dire que, vous savez, il y a ce qu'on appelle, comme disait un grand sociologue français, Pierre Bourdieu, il y a les conditions historiques de la création, c'est-à-dire de la connaissance. Et il y a des gens qui ont réfléchi énormément à ça. Je crois que chez nous, c'est cette situation-là. C'est-à-dire que les choses n'étaient pas assez mûres. Mais, c'est-à-dire, moi j'ai fait ce travail au dehors de l'université, hein. Pas dans le cadre de l'université. Mais l'université, parfois, elle la traîne. Elle est à la traîne. Je viens de faire un livre. Qui est sorti cette semaine, qui s'appelle Lamine de Barib, docteur Lamine de Barib, un intellectuel chez les plébéens, qui est sorti la semaine dernière, qui est le fruit justement de 5 ans de boulot. Et j'étais dans les archives en France, et ici en Algérie. Finalement, on a de très bons archives, quand ils veulent bien donner c'est-à-dire l'autorisation pour les consulter. Mais justement, par exemple, Mohamed Lamine de Barib, tout le monde en parle. Mais il n'y a pas un travail universitaire qui a été fait. Il y a quelques travaux de journalistes, mais rien d'autre. Il n'y a pas grand-chose. J'ai travaillé sur les archives c'est-à-dire du service d'enseignement français, les fameux SLNA de Kotz et du colonel Schoen. On m'a donné certains, mais c'est à travers parce qu'à l'époque coloniale, les Algériens, c'est-à-dire les structures nationalistes, n'ont pas pu produire ou la conserver des archives. Dans la traque policière, dans l'interdiction, il ne faut pas garder le moindre trace d'un engagement parce que ça mérite la prison, etc. Donc ces questionnements, je crois que c'est une histoire de maturité intellectuelle et scientifique. Je crois qu'aujourd'hui,
Il y a en Algérie, comme ça, une école qui est en formation, des gens formés d'une manière académique, etc., qui peut-être demain donnera quelque chose de consistant. Parce que dans cette guerre de mémoire, je ne sais pas si... Smihli un peu, parce que c'est important. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Je termine mon idée. Je vais m'arrêter maintenant pour laisser la parole. Allez-y, terminez votre idée, M. Khattab. C'est-à-dire, regardez par exemple le rapport Stora. Oui. Le rapport Stora, il n'a rien amené de nouveau pour nous, c'est-à-dire pour les historiens, c'est des choses connues. Mais vous avez vu l'impact que ça a eu chez nous? Même Négatif. Non, pas la réaction elle est négative. Oui. Elle est juste. C'est-à-dire, elle est critiquée, etc. Je ne parle pas des trucs des journalistes là, même pas des chercheurs. Oui. Mais l'engouement que les gens ont eu pour ce rapport, qui n'est pas le nôtre, c'est un problème, c'est-à-dire une commande intérieure à la France. Un président de la République qui demande et on sait pourquoi il a fait cette commande, parce que je peux revenir à ce que disait Bourdieu sur les conditions de production du discours scientifique. Comment ça a été fait? Dans quel but? C'est-à-dire, il s'est intéressé, Odin, c'était le premier, hein, après une bataille de combien d'années, parce qu'il a Odin, elle a fait pour qu'il le reconnaisse. Et on a vu, donc, d'ailleurs, c'est un peu choquant hein, pour les Algériens. Aussi, vous n'avez qu'à écrire votre histoire. Il l'a dit, non? Je n'invente pas. C'est son droit, mais il a raison de le dire. Prenez-vous en charge. C'est pour ça que je posais de la problématique qui est posée ailleurs. Il n'est pas uniquement propre à l'Algérie, mais tout le monde arabe. Par exemple, dans la question palestinienne, dans les questions géostratégiques, etc. Ce n'est pas docteur Al Jazeera Katib ou Khaber stratégique, etc. C'est complètement creux. N'est-ce pas, monsieur le diplomate, qui connaît ce genre de questions? Et les intellectuels au Moyen-Orient se posent cette question aussi. Les Palestiniens, etc. D'ailleurs, ils avaient une très belle revue d'études palestiniennes qui était une très excellente teneur. Qu'est-ce qu'elle devient? Et même dans le monde arabe, la réflexion, à part le wahhabisme qui a nivelé tout, il n'y a aucune réflexion. Donc l'histoire des nôtres, elle est écrite ailleurs. Et on continue. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure à un des chercheurs de l'ENASC, je lui ai dit, est-ce qu'on n'est pas en train de subir la défaite du colonialisme? Finalement, il est vaincu du colonialisme. C'est-à-dire qu'il nous a vaincus sur le plan de la mémoire, sur le plan de la recherche de la vérité. On attend à ce que l'autre, surtout j'ai nommé les gens à l'école postcoloniale, comme Saha, les Masrans, etc. Ils ont fait un super boulot. Mais nous, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Khattab, pour que les Algériens arrivent à écrire leur vraie histoire, débarrassés de mensonges, Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, la vérité éclatera. La vérité va éclater. Elle éclatera. Ce n'est pas une histoire. Vous savez, il y a un débat intérieur en Algérie. Les gens sont un peu offusqués, etc. C'est vrai. Mais quand même, il y a des choses qui se font qui sont très très bien, justement, sur le plan de la mémoire. Les gens n'ont plus, surtout à partir de 88, il y a eu ça a cassé le monopole, surtout les années 90. Hein. D'ailleurs, un des pionniers, c'était Ali Kafi, qui était le président du HCE. Il a écrit ses mémoires et c'était très bon. Il y avait Omar Boudaoud, il y avait Ali Haroun, ils ont écrit, mais le travail d'Ali Haroun sur la Fédération de France est d'une qualité, très très bonne qualité, très bien enseigné, et ça a ouvert les voies. D'ailleurs, c'est bizarre quand les gens célèbrent le 61, l'octobre 61 n'est pas évoqué, mais je convie tout le monde à le lire. Hein? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des jeunes aussi chercheurs qui sont au CRASC, par exemple, hein? Là, à l'université d'Alger avec Dhoujarbal, ou là avec la revue Naqd, etc. Il y a qualitativement des choses très bien par rapport à ce qui se faisait avant.
On a cru que Yves Couillère était historien, mais il n'était jamais historien. Regardez ses ouvrages, ils sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires et les gens le prennent comme source. Ça, c'est un travail pour un historien qui est très limité. Et ça a dénaturé pas mal de choses. Mais il y a maintenant des gens, même en France, qui font de très belles thèses, mais qui arrivent toujours en retard, parce que l'histoire de l'édition, je peux en parler parce que je suis éditeur. Voilà, donc... Merci, M. Khattab. Les questions. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Oui. Allez-y, le micro, s'il vous plaît. Attendez le micro, s'il vous plaît. Le micro. Je reviens sur votre question. S'il vous plaît, présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Bembouzi Drazi, un retraité. Très bien. Ouais. Il me semble que, en ce qui concerne l'écriture de l'histoire, un sociologue et un psychologue, il écrit, c'est un technicien. Le problème, c'est le responsable qui n'a pas une vision lointaine et le sens de l'observation et la décision réelle. C'est-à-dire, je reviens sur le responsable de l'université ou bien le responsable, c'est lui qui devrait, en synchronisation avec la cellule de réflexion à un niveau très haut, c'est eux qui décident d'orienter les gens à écrire c'est-à-dire l'histoire de cette Algérie, et pour cela, on ne laisse pas M. Stora et tout ce qui s'ensuit qui écrivent notre histoire. Du moment qu'on a aussi des gens qui sont encore vivants, plus que ça, je reviens à l'Église. Il me semble qu'en 1575, la France est venue en précurseur pour une mission spéciale. Donc, automatiquement, son idée, c'est pour construire l'une des plus grandes cathédrales en Afrique pour refaire les croisades. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation. Et c'est pour ça qu'il nous faut des responsables qui mettent en valeur les compétences. Et je m'excuse. Merci. Merci. Ça. Vous savez, oui, je peux répondre. Moi j'adhère partiellement à votre réflexion, parce que vous savez, le champ de la recherche, c'est quelque chose de très compliqué. C'est vrai, il y a un programme national de la recherche, il y a des spécialistes de la question. Il y a un programme national qui est pour les études techniques ou là pour les études en sciences humaines, en général, au sens... vous savez, pour les études techniques, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'implication, etc. Ça relève de la concurrence, et c'est tout, commercial ou la technique. Mais pour la réflexion dans le champ des sciences humaines, ça c'est une autre paire de manches. Et vous savez, le niveau des sciences humaines à Indna, moi je vois par exemple, il y a des gens qui font dans le cadre du CRAD, ou là, du CNRPH, ou là, très très bon travail et un très bon niveau à l'école en préhistoire, et l'arrivée. Mais quand il s'agit des choses mémorielles, ça devient un peu gênant, parce que ce n'est pas le cas uniquement de l'Algérie. Souvent, on prend un exemple, le France. France, vous ne savez pas comment c'est. Moi, je suis issu de l'université française. Vous savez comment c'est orienté d'une manière. Et d'ailleurs, même les gens qui font de très bons boulot, regardez leur télé. Les gens qui sont présentés dans les médias français. Zemmour n'est pas quelqu'un de brillant, quelqu'un, c'est un polémiste, mais pas quelqu'un connu pour son bagage intellectuel ou sa réflexion intellectuelle. Mais je vous défie de regarder toutes les chaînes françaises, publiques ou privées, trouvez-moi rarement qu'ils mettent en avant un intellectuel avec un bagage de réflexion, etc. Et d'ailleurs, voilà. Donc, mais il y a eu aussi quelque chose qui est très important dans le champ des sciences humaines, qui est aussi la liberté de réfléchir. Et ça a été un acquis qui n'est pas venu comme ça. C'était un long combat en Occident, en Allemagne, ou là en France, ou là en Angleterre, ou là aux États-Unis.
Les intellectuels sont arrivés à ce niveau, leurs universités sont arrivées à ce niveau, c'est après de longues luttes. Là, on n'a pas encore constitué, je peux le dire, dans une institution publique. Excusez-moi, ce n'est pas une question d'intellectuel, de collecter des témoignages. Non. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour collecter des témoignages de la guerre. Non. Et en plus, la France, on comprend pourquoi la France tait certains faits de son histoire, c'est pour cacher des faits de crimes et tout. Mais quel intérêt on a, nous, les Algériens, à ne pas relater notre histoire vraie? La récolte des données, oui. Tout le monde, n'importe quel. Moi, dans ma vie, dans mon travail, j'ai fait de la recherche empirique, élaborer des questionnaires, taper rapport des gens, etc. Ça, c'est un travail technique, qui est un moyen d'investigation, de connaissance. Mais derrière, il y a une réflexion intellectuelle, il y a un projet de recherche. Vous pouvez avoir, je suis sûr que avec l'époque de Chedli, il y avait pas mal d'organismes qui s'est chargé justement de la collecte des récits, etc. Il y en a plein. Moi, je l'ai vu par exemple au CNRPH, qui s'intitulait avant le Centre national d'études historiques. Il y en a des boîtes. C'est le travail fini qui n'existe pas. C'est le travail. Lui, justement, ce que je vous dis, c'est ce travail scientifique de réflexion. Parce que, au même que les nations, ils ont leur récit historique. Parce que les gens sont arrivés là parce qu'ils ont réglé des problèmes sociétaux et politiques. Il faut le dire, parce que on est une nation ancienne, mais un État nouveau. L'État national, il est en construction. Et c'est par... On peut, dans l'histoire de l'Algérie, 62 Lyoum, il y a eu des étapes très qualitatives dans la réflexion sur nous-mêmes et sur les autres. Mais ce n'est pas des choses qui viennent comme ça facilement. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Ça prend beaucoup de temps, justement. Oui, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Allez-y. Merci. Alors, c'est Haj Abdelrahman de l'Institut national d'études de stratégie globale. Avant tout, je voudrais vous remercier pour votre présentation. Et j'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, vous avez évoqué Monseigneur Duval, c'est ça? Duval, oui. Très bien. Monseigneur Duval. Oui. D'accord. Je voulais juste peut-être apporter un éclairage. C'est-à-dire en dehors, au-delà des personnages que vous avez évoqués, Descholé, Fanon, et qui ont donc soutenu la cause algérienne et même contribué de manière effective pour la révolution algérienne. Je pense que la mission, et là je rejoins le premier intervenant, c'est-à-dire l'aspect qu'il a ressorti à propos de la mission religieuse française, qui a continué, après l'indépendance, à avoir un certain poids. Vous avez parlé de Monseigneur Duval. Monseigneur Duval, peut-être qu'il a épousé qu'il a soutenu la cause algérienne, mais la mission religieuse a eu un ancrage important dans les institutions éducatives de l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier que les institutions religieuses sont restées en Algérie jusqu'aux années 70. Oui, 74. 74, exactement. Donc, Monseigneur Duval faisait des missions dans les établissements, les institutions religieuses, jésuites, entre autres, qui étaient implantées et il avait un certain discours. À travers ce discours, c'était pas pousser les Algériens à la reconversion au christianisme, mais on sentait que c'était un message qu'il envoyait aux jeunes générations, puisque moi j'en ai fait partie. Moi j'ai fait ces institutions pendant 13 ans. Donc il y avait un discours qui véhiculait une certaine domination française encore, il ne faut pas l'oublier. C'est juste l'aspect, quand vous avez parlé de Monseigneur Duval, j'aurais peut-être... oui, je peux éclairer... Quand bien même ces religieux de l'époque étaient quelque part, peut-être, certains d'entre eux en tout cas, pour l'indépendance de notre pays. Anticolonial en tout cas. Oui. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que... Mais le discours était là. L'armée du salut a existé jusqu'en 72, 73, dans les quartiers algériens. C'est-à-dire, Caritas existe jusqu'à présent. Absolument. La Caritas, l'institution Caritas. Je ne sais pas, il n'y a pas... que j'en sache officiellement, jamais Monseigneur Duval, Mohamed Duval, comme il l'appelait, les pieds noirs réactionnaires, Mohamed Duval... Excusez-moi, c'est juste pour une anecdote. Monseigneur Duval passait dans les classes, on était mélangés à des Français, dans les classes, et il tendait sa main pour qu'on embrasse sa main.
Moi, je ne sais pas. Non, je parle pas pour les Français, c'est non. Mais, Algérie, on n'avait pas le faire. oui. Donc, est-ce que l'Église, parce que خليل بركي يجاوب برك على عليزي خليها كمان نجمعهم خير باش نجاوب على عليزي عليزي. Tout à l'heure, excusez-moi. Oui, madame. Je suis journaliste, je me présente, c'est madame Zouri Lazidour de la télévision nationale. Donc c'est madame Zouri Lazidour, journaliste de la télévision nationale. أنا كاين كلمة برك حبيت نعقب عليها si vous permettez. Je voudrais juste نتوما من قبل vous dites monseigneur. Je trouve Seigneur Duval. Si vous dites mon, il y a quelque chose qui cloche moi, je suis pas chrétien, dans cette appellation et de s'appartenir quelque chose qui n'est pas. Excusez-moi, ça me connaît. C'est tout. Excusez-moi. Par inattention. Non, ce n'est pas une attention, non. Non, je pense que. C'est un titre qui est. Non, Seigneur Duval, pas Monseigneur. Non, pas Seigneur. Non. Semheli, madame. Pardon. Semheli, madame, c'est un titre. Non, moi je suis bien dans ma peau, je n'ai pas de problème sur ce plan-là. Non, c'est un titre, madame. C'est un titre. Vous avez. Monseigneur, ce n'est pas Monseigneur. Moi, je ne me reconnais pas dans le. Allez, on va pas cultiver cette polémique, oui. Merci, au revoir. Historiquement, ça ne nous amène rien. Oui, monsieur. Le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va poursuivre le débat. Madame. J'appuie ce qu'a dit votre sœur, qui a toujours défendu, qui a toujours posé des questions clés. L'histoire en Algérie, quel est son problème? Oui. L'histoire en Algérie, quel est son problème avec le secret médical? Je veux dire beaucoup de choses à travers tout ça, toute une profondeur des chercheurs, que ce soit dans la science, la psychologie, la biologie, comme vous l'avez dit, il y a des revues biologiques, psychiatriques, etc. Je veux bien savoir. Je dis bien le frein, le kabh, التاريخي هو le secret médical dans notre pays. On a toujours entendu كنت نمشي على 4 بات نيسون لحقت 11 سنه وليت نوقف نسمع باللي secret médical سيرو je ne sais pas quoi le sérum médical etc. ولات le secret médical j'ai l'impression qu'il va aller jusqu'à 4000 plutôt 400 ans موش 50 سنه كما قالوا لنا احنا في 67 سنه راح يروح ل 200 سنه. Qu'est-ce que vous entendez par secret médical? On ne donne les vérités de l'histoire d'un pays qu'après la mort des traîtres. Je dis bien ça. La question médicale, elle est très importante. Une autre question, je vous prie, j'attends la réponse, si c'est possible, le nom de l'église, là où le premier journal de Moujahid a été impressionné. L'impression du premier journal que je respecte beaucoup. Le Moujahid, le Moujahid, c'est l'église. Mais avant qu'elle soit église, avant l'église, elle était mosquée. Ils l'appellent Jama' al-Barrani. البراني en face Kchawa Jama' al-Barrani qui est devenu l'église Alger Bab Jdid et le prêtre qui était l'appartement Osmo le père de Rousseau. Monseigneur. Non monsieur le père de Rousseau qui était avant il travaillait en 54, il était à Rouiba. Il était un peu le père spirituel de Evelyne Lavalette, que tu as connu assez tard. Voilà, donc il était. Evelyne Lavalette. Safir, Madame Safir, qui est notre premier journaliste. Safir, voilà. Cette bonne dame, je dis bien Rabbi chrétien, parce qu'elle nous a dit, je me suis déplacé chez elle. Oui, à Béchikaou, oui. Elle a dit, je tiens à vous dire, à vous tous, l'assistance. تهلاو شهداء قالوا لكم تهلاو في الجوهرة. أنا وحي الجزائر.
l'émeraude. Oui, donc نجاوب الانسه يعني على كل حال مدام Monsieur Khattab va vous répondre. Madame de l'NTV, je le tiens. Je vais, madame. C'est-à-dire votre question concernant Monseigneur, c'est-à-dire le père Duval, c'est son titre, c'est le cardinal Duval plutôt. Voilà, peut-être c'est plus juste de dire le cardinal Duval que Monseigneur qui a une connotation, c'est-à-dire dans la communauté chrétienne. Hein? Là, on n'est pas chrétien. Donc c'est Duval, c'est le cardinal Duval, qui est le rang le plus élevé dans l'Église qui peut prétendre à être pape. D'ailleurs, il a participé à l'élection du pape, etc., de son vivant. Je ne crois pas, c'est ça l'intérêt du Duval, c'est... Duval, c'est-à-dire toute la communauté chrétienne d'Algérie, pied noir en général, lui a tourné le dos. Les gens n'allaient pas dans les masters, le critiquaient, parce qu'il avait un discours autre. La torture, les enlèvements, etc. etc. C'est quelqu'un qui s'est engagé énormément. Et d'ailleurs, la prise de conscience de Duval, cardinal Duval, pour ne pas dire Monseigneur, moi ça ne me dérange pas, ça vraiment pas du tout. J'ai connu Tessier, je lui dis Père Tessier, j'ai très bien connu Tessier, qui était son successeur et son élève d'ailleurs, son élève. C'est Cholet qui a justement, Cholet qui était, lui, le trait d'union entre le FLN et Duval. L'Église, oui. C'est lui qui lui donnait les renseignements, etc. Donc, l'Église, elle a son rôle. Par exemple, vous prenez quelqu'un, je n'ai pas cité des individus qui ont appartenu à l'Église, qui ont joué énormément. C'est les gens de la mission de France. La mission de France, c'est un corps assez particulier, ce qu'on appelle les prêtres ouvriers. Et ils avaient délégué ici en Algérie 3 ou 4 bonhommes qui étaient à Sokaras et qui ont travaillé justement avec Benji Mokhtar. Benji Mokhtar. Voilà. Exactement. Il y avait Kerlon, Jobic, Mamé, les 3 mathalem, qui étaient venus en 54 en Algérie. Ils ont fait un travail remarquable. Ils étaient expulsés par Soustelle. Il y a un décret d'expulsion. Je te pose la question. Est-ce que je vois dans ces actes qu'il faisait auprès des Algériens, ou là, en général, ou là, des gens du maquis, un côté prosélytiste? Je crois que ces gens-là ne mettaient pas ça en avant. Est-ce que personne n'est dans le secret des dieux, hein? Mais ils n'avaient pas une émission évangélique, même si sur le plan doctrinaire ils s'intéressaient beaucoup aux questions religieuses et théologiques. D'ailleurs on le remarque chez Tessier, qui a un très bon niveau, et il a fait le Qahira, il connaît un bon diplôme en islamologie, hein, c'est vraiment incollable. Tessier, c'est vraiment c'est des gens qui connaissent leur monde dans lequel ils vivent. C'est peut-être une chose qui leur a permis de se rapprocher un peu des Algériens. Donc, c'est-à-dire, ces interrogations, est-ce que c'était pas pour évangéliser, embrasser la main de trucs, etc. Oui, les parents, quand ils mettent leurs enfants dans une institution religieuse, même si elle se prétend laïque, etc., non, il a dit, le monsieur qui a intervenu, il a dit que le prêtre passait dans les écoles. Bien sûr. Écoles classiques. Classique. Voilà. Non, pas, je crois pas, non, les écoles jésuites. Les écoles classiques? Non, pas publiques. D'accord. Non. Religieuses. Ils passaient régulièrement. Bien sûr, les jésuites. Ce qu'il faut savoir, il avait une mission, et il devait l'accomplir. C'était de dire quelques paroles, mais il faut aussi souligner ces établissements. Dans ces établissements, il y avait des Algériens, il y avait des Français. C'est vrai qu'on était assis derrière eux, mais en donnant droit d'idée. Et donc, lui, il s'adressait à l'enfant. Il faut mettre des Algériens dans ces écoles, c'est vrai. Et oui, non, c'est-à-dire quand on met son enfant dans une école jésuite, il faut prendre des responsabilités. Il y a la liberté de conscience, ça c'est vrai. Quelques années plus tard, j'ai même reproché à mes parents, mais ils avaient des raisons.
Sûrement. Qui était déjà payant. Sûrement. Très payant. Je n'ai pas eu l'accès à ces écoles parce que c'était payant. Mes parents ne pouvaient pas me permettre d'aller dans cette école. Mais, c'est-à-dire, vous savez, les deux religions qui sont prosélytistes, c'est l'islam et la chrétienté. L'islam, douat plutôt, qui veulent islamiser les autres, et les chrétiens qui veulent. Ce n'est pas le cas des juifs. Ce n'est pas le cas des. Ils ne sont pas prosélytistes. C'est-à-dire, c'est une secte renfermée sur elle. Mais je voudrais pas. Ce qui dérangeait peut-être dans tout ça, c'était le fait que la mission, pendant les vacances, par exemple, ils organisaient des excursions pour l'ensemble des élèves, français et algériens, et ils nous emmenaient quelque part. Et pendant le séjour, à la conduite sur un 10 jours, il y avait un discours, je ne dirais pas persuasif, mais ça fait un discours pour dire celui qui veut se convertir au christianisme. Ah oui, c'est légitime. Donc il y avait carrément un hôtel, ce discours était adressé aux Algériens. Oui, c'est légitime quelque part. Mais cette question, c'est très important parce que cet engouement, il n'y a pas eu un engouement des Algériens vers la chrétienté. Parce que là, il faut, à force de travailler sur ces gens, je suis devenu un peu spécialiste de l'église algérienne. Oui, non, mais parce que je me suis posé la question, Houma, il s'intéresse à notre culture, il s'intéresse à notre histoire, il s'intéresse à notre religion. Mais, par contre, on ne s'intéresse pas. Parce qu'ils s'intéressaient à notre pays aussi. Et oui, mais aussi, ça les intéresse, leur pays nous intéresse, leur population nous intéresse. Mais la colonisation, c'est un petit objectif. Bien sûr. Monseigneur Lavigérie, la mission de Monseigneur Lavigérie, c'est connu, hein. L'instauration des Pères Blancs comme institution. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, les gens de l'UNTV, on termine les débats, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est vrai, c'est une question à se poser, mais ces gens qui sont nos voisins, juste à côté, hein, qui sont parmi nous, mais on ne connaît rien d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'en les connaissant, on devient chrétien. Oui. C'est quelque chose. Mais c'est vraiment. C'est un peu. Moi, je trouve que c'est. C'est vraiment le cas. Complexe qu'on a. Écoutez, il y a beaucoup d'Algériens qui sont mariés avec des étrangères, des chrétiennes, et beaucoup de chrétiens maintenant se marient avec des Algériens. On vient de perdre un historien de grande valeur, c'est Omar Carlier. Omar Carlier, qui est d'origine chrétienne, qui s'est converti à l'islam parce qu'il a épousé une Algérienne. Bien. Et beaucoup d'autres. Par exemple, les Cholés, parce que je viens au Cholet, Anne-Marie Cholet est mariée avec un musulman. Sa deuxième sœur, Christiane, est mariée à Achour, qui est algérien. Qui est un collègue aussi. Qui est un collègue. Plus, le dernier frère, il est marié avec une Algérienne aussi. C'est-à-dire, c'est des gens. Et c'est des questions très importantes un peu dans notre histoire. Bien. Et de ce brassage de population et de la diaspora. Je crois que nos stratèges, etc., ont certainement pensé à ça. Ou les Dreux, ils sont un peu partout dans le monde. Ils sont à combien? Je crois qu'il y a plus de 5 millions à l'étranger. 5, 6, oui. 5-6 millions, c'est quelque chose d'important. 7 millions et quelques en France. C'est très très important dans notre histoire actuelle. Hein. Mais il y a un aveuglement par un discours. Là, je vais vous raconter une anecdote, je vais terminer. Dans l'autre bouquin, le livre. Après, on prendra une dernière question avant de clore les. Il y a la chanteuse sauvage française qui a aidé beaucoup les Algériens. Elle a une photo, il y a une croix. Il y a quelqu'un, un Algérien qui m'a dit voilà, je donne la croix. Cette dame, elle est chrétienne. Mais elle est chrétienne. قال لي non, لازم كون مليح كون درتهم بس كون دخلوا في الإسلام. Non. C'est des gens qui sont, avec leurs différences, ils sont des étrangers qui nous ont dit عطاهم الصحة لازم ما نساوهمش. C'est ça notre but. Mais de leur demander de les convertir à l'islam, non, ce n'est pas mon rôle. Et là, on ne reconnaîtra que les gens qui ont épousé l'arabe. Non. Il faut les accepter dans leurs différences. Merci, M. Khattab.
On va prendre une dernière question, s'il vous plaît, et on clôturera le débat. Oui, Samy. C'est Monsieur Khaïdi Sami, journaliste ici à Al-Mujahid. Alors je vais juste me permettre de revenir à la figure de Frantz Fanon. Alors avant vous avez abordé la question de l'école des Post-Colonial Studies qui a émergé énormément aux États-Unis. Alors, est-ce que actuellement, aujourd'hui, cette figure de Frantz Fanon ne devient-elle pas de plus en plus d'actualité, eu égard du fait qu'on constate dans une certaine mesure un retour de la vision colonialiste? Oui. Voilà. C'est une remarque. Oui. Mais le problème, c'est ça. Il y a les études postcoloniales ne sont pas tellement défendus en Occident, hein, parce qu'il y a un conservatisme, comme on le sait. On voit ce qui se passe par exemple en France ou là, en Allemagne, avec l'émergence de l'extrême droite, etc. Avec une particularité un peu dans l'histoire des idées en Europe. Avant, il y avait une communauté qui était persécutée, qui a joué énormément justement dans le... C'est la communauté juive, qui, avec la création d'Israël, a changé d'optique, et elle qui devient raciste. Et elle participe à l'islamophobie qui existe. Ah oui, regardez, un journal, j'étais là sidéré de voir la fille de Jean Daniel, le Nouvel Obs, prendre un discours à l'envers des idées de son père. Et combien d'autres? Il y a un grand malaise dans la communauté juive en France. C'est-à-dire, avec les Zemmour, etc., qui taper du musulman, ça participe à taper de l'arabe, taper du palestinien, etc. Et le succès de l'extrême droite, ils vont le regretter. Et la communauté juive, parce que finalement, ces gens-là, c'est une histoire de marchandage, l'extrême droite. Hein. Demain, elle va s'attaquer à eux. Mais pour eux, c'est-à-dire, puisque ça tape de l'arabe, ça tape du musulman, ça tape du palestinien, c'est bon. Mais ils vont le regretter. Mais le problème, les études postcoloniales, ils sont discrédités, la chasse aux sorcières dans les universités. D'ailleurs, il y a un grand que j'aime beaucoup, c'est Achille Mbembe, l'historien, par exemple. Il a fait un très bon travail. Il y a des journalistes algériens, je ne citerai pas le nom, qui sont de cette mouvance. Est-ce qu'ils le savent? Je ne sais pas. Quelle mouvance? La mouvance réactionnaire contre l'étude coloniale, qui est une écriture, une analyse critique de la colonisation. D'accord. Pas des gens chez nous, pas des journalistes qui sont accrédités. Ils le relèvent de l'Akhar. Mais mais ce qui se passe là, je vais raconter une anecdote pour terminer. C'est une très belle anecdote. Allez-y. Là, Mohamed Yazid, qui était. Allah yarhamou. Moi, en 82, j'étais étudiant à Paris. Et pourtant, il y avait l'avènement de la gauche, hein, la Kulihal. Ils ont arrêté l'expulsion des jeunes, etc. Mais il y avait un discours raciste dans la société française, même de la part du PCF. Ils ont oublié leurs fondamentaux. Et ça parlait des immigrés, des bougnoul, etc. Et un soir, je racontais ça parce que ça m'a fait tellement plaisir. À la radio, sur France Inter, un monsieur qui parle, il dit « Je suis un bougnoul et je parle au nom des bougnouls ». C'était Mohamed Yazid qui représentait la Ligue arabe à Paris à l'époque. Il a osé prendre le temps, et toujours avec un truc provocateur et de l'humour, « Je suis un bougnoul et je parle des bougnouls ». Oulidou m'a raconté après, il était à Descartes, moi je ne savais pas, quand il dit Descartes, Yazid a su répondre, parce que Yazid, il connaît ce que c'est l'immigration, et l'adversité aussi avec François, on connaît, ce n'est pas la peine de revenir, c'est ce qu'il a fait à l'ONU, etc. etc. Aujourd'hui, c'est pour ça que je relie l'Algérie au monde arabe, on n'a pas produit d'intellectuels, à part des gens comme Edouard Saïd, qui ont su justement affronter l'Occident. Et pour affronter l'Occident, madame, il faut connaître leur église, il faut connaître leur monde, etc. Parce que là, on en a armes égales. Mais non,
Non, non, non, pas du tout. Moi, ça, c'est des semblables, c'est des humains comme moi. C'est ma mission de les connaître. De les connaître, de travailler avec eux, de les concurrencer, etc. Voilà, tout simplement. C'est pas parce que je dis le guerre, c'est ma philosophie un peu. Bien, on va terminer, M. Khattab, en vous donnant l'opportunité peut-être de lancer un appel aux historiens, aux écrivains, aux chercheurs, aux décideurs même peut-être pour changer et améliorer la manière d'écrire notre histoire. Non, moi je n'ai pas cette mission dans ma... En tant qu'écrivain vous-même. Je ne sais pas, j'espère que je... Vous avez contesté tout à l'heure le manque de recherche. Non, je n'ai pas contesté, je constate. Oui, vous avez constaté. Moi, j'ai une démarche, on m'a appris dans ma formation, cette démarche intellectuelle, c'est-à-dire presque objective, ce qu'on appelle le processus d'objectivation. Sans cette objectivation, on ne peut pas avancer, quel que soit par rapport à sa société ou à soi-même. C'est justement ce processus d'objectivation qui est la condition sine qua non pour créer un champ intellectuel. Un champ intellectuel responsable. Parce qu'il veut la liberté. Parce qu'on ne peut pas être libre sans être responsable. N'est-ce pas? Parce que la liberté, pour exercer la liberté, il faut être responsable. Alors on a un seul pays, c'est l'Algérie. On n'a pas une partie de rechange pour vivre. Et on a intérêt à se connaître et connaître les autres. Voilà la mission. Merci M. Khattab pour cet échange et merci à vous. À la prochaine fois, Inch'Allah. J'espère que...